My sprinkler. Salut Mathieu, comment vas-tu? Très bien, toi. Ça va super bien, ça va super bien. Je suis entre deux mandats, donc j'ai le temps de travailler plein d'autres choses. En fait, tu travailles plus généralement quand tu es entre deux mandats parce que tu as 64 passions, 19 dossiers qui t'intéressent, puis 38 side projects. Ça ressemble pas mal à ça, dont toi, tu es impliqué dans quelques-uns d'entre eux. Plus activement dans un, mais oui, plus. Mais podcast, c'est sûr. Ouais, aussi. Et puis, on explore beaucoup le Rendan Hei ces jours-ci. Donc, on essaie de décortiquer ça en petits morceaux pour comprendre what the maudit. On n'a pas encore toutes répondu à ces questions-là, le what the 3 petits points. Ben, parce qu'on aimerait monter une formation, puis que si jamais quelqu'un nous pose une question, on aimerait pouvoir offrir un minimum de réponses. Fait que, ouais, on se prépare. Puis le gros hic, c'est que lorsqu'on a appris Extreme Programming ou Scrum ou l'agilité en général, on était à l'œuvre, oui, à mettre ça, à le travailler, à le vivre au jour le jour. Donc, c'est plus facile par la suite de devenir coach ou autre. Tandis que Rendan Hei, moi, j'ai cherché un invité qui me mettait en place le Rendan Hei dans son organisation, que je n'ai pas trouvé. Donc, ce soir, ce que tu es en train de faire, c'est une espèce d'ouverture. On a un invité qui flirte avec ça bientôt. Oui. Mais ce soir, si jamais quelqu'un nous écoute, oui, puis qui est en action, oui, écrivez. Il y a une place pour vous. Oui. Oui, je ne sais pas de quoi qu'on parle, mais... C'est correct. Vous pouvez venir, mais pour d'autres choses. Mais ceci étant dit, ce soir, oui. Comment on start ça? Quand on se parlait, tu avais une question pour moi. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dit à Nathalie. J'ai pas dit que les trois premières minutes, t'as pas t'ignorer. C'est l'instruction que j'ai oubliée. Bienvenue, Nathalie, c'est le fun de t'avoir avec nous. Merci, j'étais sur le point d'y aller, là, ça va. Tu disais, ils ont l'air d'avoir du fun. Comme la dernière fois. Parce que la dernière fois, on a eu malheureusement des petits problèmes techniques. On appelle ça des rendez-vous manqués. Des rendez-vous manqués dans une tempête de neige en taxi. Mais là, on se reparle cette fois-ci. Ben oui. Et on parle d'agilité. Toujours. On fait un back to basics, mais un back to basics, nous sommes tous agiles. Eh oui. Tous? Oui. Même moi? Non. OK. Cool. Il y a toujours une exception à la règle, n'est-ce pas? Non, on est tous agiles. On va explorer ça ce soir. On va explorer des histoires de tous les jours, de n'importe qui, que ce soit moi, toi, ma tante, mon oncle, grand-papa. Qui ont des fois rien à voir avec le domaine. Qui n'a rien à voir avec le développement logiciel, certain, mais qu'on vit de l'agilité au quotidien. De façon, je dirais, intrinsèque. Oui, c'est-à-dire? On est le 24 décembre. Mathieu, il y a 25 personnes qui viennent souper chez toi ce soir. Oh merde, ça sonne le vécu en plus. Mais oui, je te suis. Je me prête au jeu. Vas-y, Nathalie. Dans les dernières semaines, super stressé, tu as fait ton ménage, tu as fait ton épicerie, ton frigidaire déborde, tu sais ce que tu vas servir ce soir, tu attends les gens pour 5 heures. Yes. C'est quoi la possibilité que ma tante chose, elle arrive à 3h30? La possibilité est non nulle. Non nul, hein? Non, puis, ça se peut. Puis qu'est-ce qui va se passer si elle arrive pendant que ma blonde est dans la douche, que les enfants sont pas peignés, puis tout ça, là? Ça se peut que ça fasse monter le petit meter de l'anxiété, là, comme dire. Excuse-moi, parce que Mathieu a dit non nul, puis non. On est dans une conversation profonde sur la négentropie, puis ça allait loin. Désolé. J'ai appuyé sur des boutons là, dans la tête d'Éric. Non nul, ça me provoque des émotions. Mais oui, ma tante Thérèse, ça se peut qu'elle arrive à 3h30, même si j'avais dit à 6h, s'il vous plaît. Ouais. Colline de Moses. Puis là, je peux pas la retourner de bord. Fait que là, faisons on joue. un plan de repas c'est pour ça que ma tante ne m'appelle plus. Parce que toi, t'as fermé la porte, tu as dit, à ça. Je reste dans l'auto. Je te suis. Vas-y. Tu as décidé de faire de la dinde, du ragoût de boulette. Le pire, c'est que j'aime ça faire ça. De la tourtière. Ouais, on va faire ça plus simple. Des pâtes à viande, 3 sortes de salades, 4 desserts. Le comptoir est plein. Tu vas-tu attaquer tout ça en même temps? Mon cerveau a bien de la misère à faire ça. J'aime ça compartimenter puis faire un petit truc d'un coup puis les réaliser un après l'autre parce que sinon je deviens débile. Mais anyway, tu sais que tu peux pas mettre une dinde crue à côté d'une salade, là. Tu risquerais d'être en contamination croisée. J'essaie de faire attention. Tu sais qu'il faut que tu mettes ta dinde à 8 h le matin si tu veux qu'elle soit cuite le soir. Parce que j'ai fait mon calcul préalable de temps de minutes de cuisson par livre. 8 h le matin, vraiment? Ah, c'est à peu près. Une grosse dinde, c'est long, Moses. C'est malade. Tu sais que tu as oublié des choses à l'épicerie, il va falloir que tu y retournes à un moment donné. Oui. C'est impossible que tu aies pensé à tout. Puis même si j'ai pensé à tout, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, puis dans ta tête, là, je te garantis, tu as déjà éliminé des options. Tu t'es déjà dit, si j'ai pas le temps, ça va sauter. Ouais. Le 3e dessert, ça se peut que ce soit tough luck.
Ça, c'est dans ma tête. Puis même dans ma tête, il y en a que je vais oublier. Puis que je vais me rendre compte le lendemain matin. Au schnout, j'ai oublié un dessert dans le congélateur. La bûche de Noël, je l'ai pas sortie à date. Mais tout ça, là, est-ce qu'on pourrait appeler ça l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan? Puis c'est intéressant comment tu l'amènes parce que tu as mis l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Mais peut-être que je me suis fait un petit plan, mais surtout, je me suis adapté pendant. Tu sais, je n'avais un plan au départ. Ah, t'as ton North Star. T'as 25 personnes qui viennent souper, là. Ça, c'est pas un choix. Puis j'avais ma liste, puis tout ça, mais j'ai pas eu le choix pendant que je le faisais de faire « Oh, schnout, la salade n'est pas correcte, faut que je la trie. » Peu importe, là. Ma tante Thérèse est arrivée à 3h30. Ma tante Thérèse est arrivée. La bûche n'a pas été sortie à temps. On va faire « Oups, il n'y a pas de bûche ce soir. » Tout ça. Ça arrive. Donc, c'est un cas où on est agile au quotidien. Yes! Sans appeler ta mère, ta grand-mère, puis tes 33 voisins pour dire comment je fais ça, un souper de Noël. J'ai pas eu le droit à un coach qui allait me dire comment faire. Non, puis... non, mais ça sent la certification. Ah, si. Mais peut-être que si je démontre suffisamment Nathalie, elle va me donner une certif à la fin. Est-ce qu'on s'entend Non, elle embarque pas dans le jeu. que le 25 décembre, tu vas avoir appris plein de choses? Oui. Tu vas avoir bâti ton empirisme? C'est très vrai. Puis est-ce qu'il y a peut-être des recettes que j'ai pas faites que maintenant, je sais un peu plus comment ça fonctionne ou comment je vais organiser mon frigo. J'ai fait bien trop de bouffe. Tout ça. On va faire un potluck. Tout le monde amène quelque chose. Ou la prochaine fois, je vais dire à ma tante Thérèse d'arriver une heure plus tard que tout le monde. Comme ça se peut qu'elle arrive à peu près à la bonne heure. Raclette. C'est tout ce que je veux dire. Inspection, adaptation, transparence. Exact. Peut-être même que je vais demander du feedback au monde sur la qualité de ma dinde. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que je fasse. Puis, aimez-vous ma recette de dinde? Insécure. Ben non, c'est pour m'améliorer. Ah, OK, excuse. Je peux m'adapter. Parce que l'année prochaine, ça se peut que je fasse pas de dinde parce que c'est tout le temps trop sec. Une maudite. Éric, je t'amène dans un autre cas vécu. Oh non, c'est mon tour. Tu riais de c'est moi, toi la victime, actuellement, pas moi. Check bien ça, comment je me positionne stratégiquement. Vas-y. T'as loué un chalet en Gaspésie dans 2 jours. Je sais. Il te coûte une fortune. Oui. Tu pars de la Chine, 2 enfants dans l'auto, 3 et 5 ans. Tu le sais que ça fera pas 10 minutes qu'ils vont te dire « j'ai faim ». Quand est-ce qu'on arrive? C'est tellement pas ma vie que j'ai de la difficulté à me mettre dans... Regarde, on parlait de ma tante Thérèse, on sait même pas si elle existe. On dit bonjour à ma tante Thérèse. Bonjour, ma tante Thérèse. Oui, donc les enfants dans l'auto. Donc, tu as fait un plan, un trajet, en disant il y a des activités intéressantes à Trois-Rivières, puis là, on pourrait faire une balade dans le Vieux-Québec, puis on pourrait coucher à l'île d'Orléans. Puis tu sais, tu te projettes vers la Gaspésie, sachant que tu peux pas faire ça d'une traite, pas avec 2 enfants dans l'auto. OK. T'embarques à 40. Ça, c'est pas mon genre, par contre. Mais je te confirme. Continue, je te confirme. Montréal, Gaspésie, une traite. Attends un peu, t'as mis un facteur, t'as 2 enfants. Ah, les 2 enfants, c'est vrai. La variable. T'arrives à l'Assomption, c'est à 40. Carambolage. Il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus de sortie. T'es pris là, sur l'autoroute pendant 3 heures. Oui. Ton plan d'aller dîner à Trois-Rivières, il ne tient plus. Non. Mais au miracle, sortie suivante, t'as le festival des animaux en ballon. Ah, oui. Que tu n'avais jamais vu sur les internets et sur autres les médias. internets, oui. Les autres médias de ce genre. Puis là, tu dis, les enfants vont triper. Puis ça va être hot dog, patate frite. On est en vacances, on se lâche lousse. Tu vas probablement enlever ta réservation booking.com à l'île d'Orléans. Tu vas en trouver une à Trois-Rivières. Tu vas à nouveau adapter ton plan avec une discussion dans l'auto. Avec les gens dans l'auto. On arrête-tu ici? On mange-tu maintenant? On a besoin de balade? Oui. Donc, les personnes et leur interaction. Ah, puis tu vas demander à tes teneurs de steak. Mais tu as lancé du steak, oui. Plus que les processus et les outils. Oui. Puis t'as pas le choix. Ce qui est le fun dans la vie, c'est que souvent, t'as juste pas le choix. Puis à nouveau, t'as pas appelé à Montréal quelqu'un pour dire « Je fais quoi? Il y a un carambolage à l'Assomption. Donc, tant qu'à moi, en 12 ans d'agilité, ce que je réalise, c'est que les humains sont agiles. On peut appliquer les 4 valeurs, les 12 principes, pratiquement partout dans notre vie quotidienne. Oui. Fait que ma grande question depuis 12 ans, pourquoi c'est si tough en organisation? Mon hypothèse, c'est qu'il y a une espèce d'onde spéciale dans les ascenseurs. Et puis, quand tu rentres dans l'ascenseur, tu appuies sur le piton. Un genre tu sais, la série Severance, là, c'est le genre de Severance où
soudainement, tu laisses ton humanité à la maison, ton sens de l'humour, ta débrouillardise, ton gros bon sens, ta capacité d'être responsable et autonome. C'est mon hypothèse, que c'est une conspiration des grosses corpos du Québec. Mais tu le dis avec... Ou il y a peut-être d'autres choses. tu le dis avec un ton humoristique. Oui, j'espère. Oui. En passant, je ne suis pas conspirationniste. Je crois à rien ce que je viens de dire, mais bon, pourtant... mais il y a quelque chose, puis échangeons là-dessus, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce qu'on dirait que quand on arrive dans un milieu corporatif, soudainement, on revêt la cape, là, c'est corpo, là, c'est sérieux, là, on peut pas improviser, là, on peut pas se retourner de bord à l'Assomption et dire finalement on va aller au festival de la balloune parce que ça a l'air trippant. Parce qu'on est dans un milieu professionnel, il faut agir professionnellement. Oui. Really? À ce moment-là, il faut définir professionnellement. Non, mais really, c'est vrai? Je sais pas. Mon point, c'est que l'agilité, là, telle qu'on la lit, qu'on la regarde, qu'on consomme comme agiliste, là, je l'ai vécu. Je sais que ça existe. Je sais que ça se peut maintenant. C'est plus juste de la théorie. Mm-hmm. Et j'avais un VP qui, toutes les fois qu'on lui amenait des problèmes, des questions, sa question tout le temps, c'était « Est où ton étoile du Nord? » Ton étoile du Nord, c'est de te rendre en Gaspésie avec le début de tes paiements de chalet. Mm-hmm. Ton étoile du Nord, c'est d'avoir quelque chose à mettre sur la table pour le souper de Noël. Puis avoir du fun en gang. Là. Avoir du fun en gang. Donc, quand tu connais ton étoile du Nord, il n'y a plus de problème. Le reste, c'est d'être flexible. Mm-hmm. Fait qu'est-ce qu'on a trop de règles, de supervision, de métriques. De prix pour acquis. D'évaluation annuelle qui fait que l'employé dit « Il faut que je reste dans le cadre. Mm-hmm. » Puis le cadre le plus sécuritaire, c'est « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Mm-hmm. » C'est triste. En même temps, le gestionnaire n'a pas le choix. Le gestionnaire, il va perdre le contrôle sinon. S'il ne contrôle pas au jour le jour, s'il n'y a pas ces règles-là en place, ça va être l'anarchie. Sérieux? L'anarchie. Sérieux? L'anarchie. On va brûler la tour je te dis, dans l'ascenseur. Les gens vont courir tout nus dans les couloirs ou à la caméra, s'ils travaillent à la maison. C'est inconcevable que les humains sont en mesure de s'auto-organiser ou s'auto-gérer. Ben non, ils font ça tous les matins en se levant, tous les week-ends. C'est un hasard. Ils sont chanceux tous les matins de leur vie. Depuis les 40 dernières années. Depuis les 40 dernières années, exact. Et qui a dit qu'un peu d'anarchie ne serait pas une bonne idée? La mutinerie, on pourrait mettre de l'anarchie. Puis c'est drôle parce que... Tu sais que je joue l'avocat du diable, parce que je suis un petit peu anarchiste. Mais bon. C'est drôle parce que là, tu as donné des exemples drôles et cocasses, le souper de Noël, le voyage. Mais les gens, quand tu prends quelques secondes, des fois, leurs projets de vie sont fichtrement plus complexes que ce qu'on essaye de faire au bureau. Puis là, on est cadré, objectif, Je me rappelle une rétro à un moment donné où je fais juste laisser la place aux gens pour dire une anecdote de vie qui sont particulièrement fiers. Puis il y a un des gars, c'est l'anecdote que je jetais à terre à tout le monde, c'est qu'il avait organisé, en très jeune âge, l'immigration de lui et toute sa famille du Vietnam jusqu'au Québec. On s'entend-tu que c'est pas mal plus complexe que de programmer la nouvelle feature d'intégration de machin, puis que là, on est soudainement, là, on est presque démunis, puis on appelle le coach, puis je sais pas quoi. Là. C'est en COBOL en passant. Parce que c'est peut-être plus compliqué. Non, mais je veux dire, dans les projets de vie, il y a des gens qui ont fait des choses fichtrement plus complexes, qui demandent fichtrement plus d'adaptation que ce qu'on fait au quotidien au travail, là, soudainement. Oups, on se limite parce qu'on est au travail. Alors, pourquoi? Quelle est l'hypothèse qu'on pourrait faire que l'individu, dans sa vie personnelle, est en mesure de faire preuve d'adaptabilité, d'auto-organisation, de l'autonomie pure et dure, pas demander de permission avant de faire quelque chose? Pourquoi soudainement, le même individu, là, c'est pas un cas complètement farfelu. Le même individu, dans l'organisation, va se sentir obligé de demander permission pour plusieurs des étapes pour accomplir ou pas son travail. A-t-il le droit à l'erreur ou pas? Mm-hmm. Est-ce que l'environnement le permet? Est-ce que la culture organisationnelle permet cette exploration des possibilités? Entre le dire et le permettre,
Oui, essayez des choses, mais il faut absolument livrer pour telle date. Là. Puis trompez-vous pas. Puis trompez-vous pas. Je te parlais tantôt du Celebration Grid, du Management 3.0, où il met 3 zones. Première zone, il dit, tu fais les choses telles qu'elles sont prescrites. Tu suis les processus, les outils. Majorité du temps, ça va marcher. De temps en temps, tough luck. Tu sais pas pourquoi. À l'autre bout du spectre, tu tournes les coins ronds, tu balances des trucs. Majorité du temps, tu vas manquer ton coup. De temps en temps, ça marche, ouais, mais... Tu sais pas trop pourquoi. C'est pas supposé. Les planètes sont Ces alignées. 2 zones-là sont pas intéressantes. La zone du milieu, tu vas échouer ou réussir, mais dans les 2 cas, tu vas avoir appris quelque chose. Tu vas avoir bâti ton empirisme. Tu vas faire des meilleurs choix la fois suivante. Un enfant qui apprend à marcher, là, au bout de 25 fois, qui se pète la fiole, là, il se dit pas « marcher, c'est pas pour moi ». Moi, j'abandonne. Moi, D'accord. j'abandonne. Là, je serai jamais capable. Mais à chaque chute, il a appris quelque chose. Donc, il faut se donner de la place pour sortir des choses qu'on fait d'une seule manière depuis toujours. Et pour ça, il faut dire aux gens, Mathieu, t'es engagé parce que tu étais compétent. Il paraît. Oh, je suis sûr que oui. Donc, t'es compétent, exerce ta compétence et dis-nous vers où on doit aller. Tout à fait. Fait que première base d'hypothèse, l'espace pour l'apprentissage, à travers la prise de risque, à travers, une fois de temps en temps, un échec ou un échec ou un semi-échec. Là, mais première hypothèse qui me semble intéressante est l'espace à l'apprentissage. Oui, associé à ça, il y a le pickle principle, l'effet cornichon. Moi, j'arrive là, je suis plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein d'idées imaginatives pour aider l'organisation. On appelle ça du 109, tu sais, des fois, on dit ça. 109. Et puis là, je me rends compte que les gens qui sont valorisés dans l'organisation, c'est ceux qui ont un beau discours, une façon très éloquente de s'exprimer, mais le contenu est vide. Attends un peu, là. Moi, j'essaie des choses. Oui, j'ai vécu des échecs. Je ne suis pas pénalisé nécessairement pour les échecs. Pas nécessairement. Mais les gens qui sont valorisés, c'est les politiciens de l'organisation. Attends un peu. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Là? Puis eux, ces gens-là suivent les processus existants, suivent les normes existantes, ils suivent le train de façon prévisible. Que ce soit un échec ou un succès, c'est pas grave. Ils ont suivi le processus. Et le processus est probablement éprouvé. Il a déjà été éprouvé. C'est sûr que le processus, aujourd'hui, n'est moins adapté au contexte volatile qu'on peut vivre aujourd'hui. Ceci dit, ces gens-là, souvent, préfèrent vivre l'échec en suivant le processus, parce qu'ils ne peuvent pas être pénalisés. Tu ne peux pas être blâmé. Donc, le système lui-même ne pénalise pas, je mets en guillemets, là, ne pénalise pas les gens qui ont un échec parce qu'ils ont suivi le processus, mais bien sûr, vont pénaliser les gens qui ont tenté quelque chose de différent, qui ont vécu l'échec, mais qui auraient pu vivre un succès. Alors, moi, comme cocon qui arrive, tranquillement, la saumure commence à s'infiltrer. Là, tranquillement, le gars ou la fille proactive, imaginative, à proposer des choses différentes, de façon différente d'atteindre les objectifs, atteindre l'étoile du Nord, mais en passant par Terrebonne au lieu de passer par un autre endroit. Je suis à côté de ville de Québec. Tranquillement, cette personne-là va se transformer en cornichon. Dans ton exemple, restaller à l'Assomption ou Terrebonne. Oui. Puis elle attend. Elle attend. Puis elle dit, c'est pas de ma faute si je suis en retard au chalet. Il y avait congestion à l'Assomption. Oui, tu amènes un point important. Si on s'inspire de certains modèles, tranquillement, le labeling ou la justification devient la norme. Si je n'ai pas de succès, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute du système, c'est la faute de Jean-Paul, c'est la faute d'autres choses. Donc, maintenir une posture de responsabilisation individuelle, de prendre ça à cœur, devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps arrive. Et là, on peut avoir l'individu, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il nous explique, on a l'impression qu'il s'excuse. C'est pas de ma faute, c'est parce que... Je me souviens, ma fille faisait renverser un verre de lait, elle disait, c'est pas de ma faute, c'est certainement la tienne, je suis dans le salon. C'est certainement pas le verre de lait qui a décidé de tomber tout seul. Là. Maintenant, est-ce que c'est grave? Pas nécessairement. Pas tout. Si tu cours autour de la table, que tu garoches des affaires sur la table, probablement que tu cherches le trouble.
mais c'est ta faute. Exact. Donc, explique-moi ce qui s'est passé. Mais c'est tout le principe des post-mortem. Quand tu es obligé de mettre un disclaimer grand de même avant de faire un post-mortem pour dire on ne cherche pas un coupable. On ne veut pas blâmer, on veut essayer de comprendre, on veut bâtir notre empirisme. Mais écoute, des fois, j'ai l'impression que post-mortem égale catastrophe annoncée. Faut trouver le coupable, faut le mettre au pilotis, puis partir. Alors, on fait quoi? Alors, on fait quoi? On fait quoi? Mettons, je suis ton gestionnaire. Tout à l'heure, tu as brièvement évoqué un VP qui systématiquement te ramenait c'est quoi ton étoile du Nord. Si je suis lui, là, puis là, je constate qu'il y a des pickles dans mon organisation puis très peu de place à l'apprentissage. J'arrive en poste. Je suis ce VP-là. Je fais quoi dans ce système-là? Comment je commence quelque chose? J'ai des idées. Hein? Non. Vas-y. Non. Tu sais exactement ce que je vais aller, mais bon. Écoute, probablement beaucoup d'exemples tirés du Management 3.0. Ouais, je suis fan fini de Jürgen Appelo. On s'entend, il n'y a rien inventé. Mais il package bien. Il puis c'est bien package dit. très bien des informations. C'est quoi les motivations intrinsèques de ces personnes-là? Peux-tu aller leur parler et dire sur quoi tu tripes, là? Présentement, dans ton boulot, qu'est-ce qui te manque? Fait que t'as un moving motivator là, derrière la tête. Ouais. Là, pour faire la référence. Là. On peut-tu leur donner cette zone-là? On peut-tu laisser l'équipe se ré-auto-organiser? Ça veut dire quoi, se ré-auto-organiser? Bien, probablement qu'on les a auto-organisés. On les a mis dans une squad. On les a auto-organisés. Puis on leur a dit... Toi, t'es le DBA, toi, t'es le QA, ouais. toi, t'es le gars back-end, toi, t'es le gars front-end. On va enlever le mot auto. Fait qu'on peut-tu les ramener à voici notre étoile du Nord? Ouais. De qui vous avez besoin? Comment vous allez vous partager tout ça? Ouais. Ça va être quoi votre plan de réalisation? Bref, les impliquer. Leur dire, ben, allez-y. Puis moi, VP, là, viendrai me dire si je peux aider quelque part. Hausse leadership. Puis t'avais une petite couche de delegation poker là, dans ce que tu as dit tantôt. Dans cette approche-là, je prévois un niveau d'anxiété énorme de la part de plusieurs employés, qu'eux sont bien Ah oui, il y en a. à être en mode, dis-moi quoi faire. De toute façon, si je me plante, mais c'est pas ma faute, tu me dis quoi faire. En tout cas, petite parenthèse. Mais me mettre dans une position, c'est moi qui dois décider. Je dois m'auto-organiser, je dois m'auto-gérer. J'ai une large marge de manœuvre, j'ai une longue corde, mais j'ai une peur profonde de me pendre avec. J'ai été pécolisé pendant longtemps, fait que là, j'ai de la misère à me dépécoliser. Je suis un psychorigide qui, quand je m'en vais en Gaspésie, moi, si j'atteins pas chaque kilomètre qui est sur ma feuille, je fais pas bien. Si je ne pas chez Joe Patate, là, mon voyage est tout est à Trois-Rivières, là, mon voyage est... Tout est scrap. C'est un échec. Ouais, c'est un échec. Alors, pour ces gens-là, on fait quoi? Les gens qui vont vivre une anxiété profonde, qui peu importe leur dossier médical, comment qu'on fait pour naviguer? Parce que c'est pas rare. Là. Même comme coach âgé dans une équipe, régulièrement, on va parler d'auto-organisation, autogestion. Il y en a toujours, ou quasiment toujours, un ou deux qui vont dire... Pourquoi on ne fait pas une équipe de gens comme ça, avec un projet qui se prête mieux à une structuration plus importante. Puis on peut faire des sprints de 2 semaines pareil avec des milestones préétablis, mais on va leur donner un encadrement dont ils ont besoin. Mais il y en a une couple là, qui est très prêt à dire « T'es l'expert, bordel, fais-les! » Oui, absolument. Puis j'ai l'impression que dans ton exemple on les regroupe ou en tout cas, on trouve un mélange d'équipes qui leur convient dans un projet qui leur convient, que probablement eux-mêmes peuvent mettre leur sauce pour le choisir. Il y en a, malgré le fait qu'ils sont psychorigides, des fois, il y a des petits germes là, qui commencent à pousser. Là. Ah oui, j'aime bien ça, le processus, mais si on le remettait en question un peu, si on, tranquillement, pas vite, la coquille peut s'ouvrir. C'est juste pas au même rythme pour tout le monde. C'est bien correct de même aussi. Oui, un processus de dépicolisation, comme tu as dit tantôt. Dépicoliser. Oui, dépicoliser l'individu. Donc, des baby steps, des petites victoires. C'est pas mal. Ou en mieux que ça, des petits échecs. Puis que la répercussion, c'est oh well.
Que veux-tu? Qu'est-ce que t'as appris ça? Cool. Essayons d'autres choses. Moi, je l'ai vécu il y a très longtemps comme coach agile, un de mes premiers mandats comme coach agile, puis j'ai fait une gaffe. Et la réaction de mon boss à ce moment-là, François Beauregard, pour ne pas le nommer, il a dit « Cool ». Je vois François C'est tout ce qu'il a dit. avec ce Cool. ton. Là, j'ai fait... Mais c'est ça, le plus intéressant, c'est la première fois, comment toi t'as réagi? Parce que t'étais habitué avec d'autres boss, t'avais d'autres vécus professionnels. Je me suis soudainement senti comme un entrepreneur. Ah, c'est intéressant, par exemple. Que j'avais une marge de manœuvre énorme pour faire ce que je pense est la bonne chose et ne pas être paralysé par qu'est-ce que va penser mon boss, qu'est-ce que va penser un tel ou l'autre tel. Dans ce moment-là, j'ai dit, OK, on est d'ailleurs. Je peux penser à quelques situations dans la vie où beaucoup de rigueur et de processus et de procédure est requis. Tu as un patient couché sur la table, le cœur ouvert, c'est peut-être pas le temps de dire « oups ». Non. J'avais pensé, on pourrait essayer une nouvelle technique aujourd'hui, là, de cautérisation de la horte machin. Là. Il manque des instruments. Moi, ce qui m'est en tête, c'est le soir parachute. Aussi. Oui, c'est une autre place où le « oups » c'est étonnant. Les astronautes qu'on a oubliés 6 mois, là, ça allume parce que leur navette n'a pas voulu revenir. Non, mais il me semble quelqu'un qui manque dans la salle. Jean-Paul, il s'allume. Mais Boeing a eu un petit problème. Ils ne pouvaient plus aller chercher les astronautes dans la station internationale. Oui. Il y a certains « oups » comme ça. Oui. Dans la majorité des organisations dans lesquelles j'ai œuvré, puis ça fait quand même 37 ans, on n'a jamais fait de physique quantique. On n'a jamais inventé le bouton à 4 trous. À part que le bug de l'an 2000, là, qui était un peu plus tannant, on ne savait pas ce qui allait nous tomber sur la patate. Là. Plus de peur. Je suis taponné encore. Fait que... Pauvre petite puce, tu ne sais pas ce que tu as manqué. Mais théoriquement, il devrait y avoir de la place pour devenir meilleur. Imaginons une organisation où les gens auraient l'impression d'exercer leur plein potentiel. Même ceux qui ont besoin de règles, de structures, de suivi, s'ils ont l'impression d'exercer leur plein potentiel, avec bonheur, joie, puis que tous les matins, ils se disent « je m'en vais faire une différence », écoute, on ferait des miracles. Puis tu faisais référence à certains contextes qui sont où l'impact d'une erreur est plus grand, ou voire même catastrophique, mais même ça se prépare d'avance, puis ça se scope, puis on peut faire en sorte que l'impact d'une erreur potentielle, si on le sait pas trop, ben il est contrôlé, ça va bien aller, on est sur un autre environnement, on est avec un nombre de clients limité. Peu importe, là, on peut imaginer 75 solutions. Mais la gang qui font ça, s'ils détectent, oh, chenoute, là, l'essai qu'on va faire, la tentative d'apprentissage qu'on va faire est risquée. Scoper la zone d'impact un peu de votre risque, puis c'est... Let's go, amusez-vous. Pickle, place à l'apprentissage, le VP y arrive. Là, ce que tu viens de dire, c'est North Star, auto-organisation. Je résume ce que Gestion maximale de ma compétence. Développement de ma compétence. Développement et pouvoir exercer ma compétence. Le mastery de Dan Pink, là, dans... il y a du monde qui se pense là, ils vont réaliser qu'ils sont là. Parfait, il y a de la place à l'amélioration. Il y a du monde qui se pense là, on va réaliser qu'ils sont là. Aïe, vas-y, t'en veux de la corde, prends-en autant que tu veux. Puis c'est quoi notre étoile du Nord? Qu'est-ce qu'on offre à qui? Le Start with Why, là. Ce que je bâtis, ça va servir à qui, à quoi, comment, qu'est-ce que j'améliore? Maintenant... Créons une différence. Le Start with Why, puis je bâtis quelque chose et pour qui? Dans les grandes organisations, c'est mauditement difficile. J'ai accompagné des gens qui n'étaient pas dans le back-end, ils étaient en arrière du back-end. Fait que c'est de la data crue, là. De comprendre pourquoi que tu ramasses de la data de type X, Y, Z, c'est excessivement difficile. Comment développer un why pour ces gens-là? Comment les approcher des utilisateurs finaux, là, pas juste le consommateur de la data. Ça, c'est le bout de facile. Puis c'est pas facile. Mais le client final, l'utilisateur des services de l'organisation, quand moi, je suis un développeur dans le sous-sol, en COBOL, qui ramasse de la data, et puis que je rentre le lundi, je termine le vendredi, puis j'ai fait ma job,
c'est-tu bon, c'est pas bon, ça a-tu un impact positif ou pas, c'est pas grave. Et après 25 ans, je m'en fous un petit peu. Et souvent, mais s'il y avait une façon, ça serait cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Souvent, en plus, les gens qui font ce genre de métier-là, je n'ai croisé quelques-uns, c'est des drôles de bébites. Là. Oui. Leur tête est vraiment pas organisée comme la mienne. C'est plus rationnel, structuré. C'est très mathématique. Ouais. Là. C'est... Mm-hmm. Moi, j'ai déjà vu ces gens-là, puis je leur ai dit, qu'est-ce que tu penses qui est utile dans ce que tu fais? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses que les gens voudraient avoir? Puis je les ai amenés à formaliser leur idée puis à aller vendre. Nous, on pense que ça serait intéressant pour vous, clients, d'avoir tel type de données, de tel type de manière. Ils deviennent passionnés quand ils en parlent. Mm-hmm. Ma job, c'était de les aider à continuer à parler français. Et Oui, non pas oui. Klingon. Klingon, ouais. Il faut percoler la matrice du Bushing-Galloper. Mais le jour où le client dit « Ah oui, wow! » Écoute, ces gens-là se retournent puis ils sont en feu. Mm-hmm. Ils ont une mission, ils ont un but dans la vie. Oui. Puis dans le book que tu viens de mentionner, tu sais, oui, se mettre dans le pot du client, aller même leur expliquer, mais le bout, je trouve que j'ai le goût de souligner encore plus, c'est juste aller jaser avec l'utilisateur final. Oui, des fois, c'est difficile de faire le lien, mais aller jouer avec leur propre produit, là, même s'ils sont le derrière du back-end, puis etc., puis de jaser, puis de s'asseoir 5 minutes avec le client. Là. Oui, Au-delà d'un persona qu'on appelle, puis tout, mais le faire pour vrai. Là, Et non, ça change la game, négligeable, pas parler martien, là, parler le français. Mais ultimement, même, fais-la la job du gars qui consomme ton data, qui consomme ton data, qui est lui-même percolé, consomme agrégé et tout. Là, mais essaye de le faire, ça donne une autre perspective. Puis qu'est-ce qui est fascinant quand on met ça de l'avant comme opportunité? On a souvent tendance à penser que le gestionnaire va dire non, moi je le paye pour faire ça. C'est 100% faux. C'est incroyable le nombre de fois que j'ai dit on va aller s'asseoir avec Huguette qui, elle, parle au client, mais qui utilise ta data cachée dans un fin fond d'un tiroir quelque part dans le sous-sol. Puis à chaque fois, le gestionnaire a dit cool, bonne idée. Des fois, l'employé s'empêche d'arrêter pour voir les ballons en forme d'animaux en pensant qu'il va se faire chicaner par sa femme. Ou dans le cas de l'entreprise, se faire chicaner par son boss. Souvent, c'est une question de perception. J'ai plus souvent rencontré le contraire. Il y a 15-20 ans, peut-être que j'avais des gens qui disaient non, oui, je suis payé pour faire du Java, que je le voyais faire du test. Il y avait plus de cravates puis de vestons aussi. Il y avait une hiérarchie plus formelle. Là, Mais dans les 10 dernières années, de plus en plus, on a vu ces gens-là quitter le marché du travail beaucoup, là, et que c'est des nouveaux gestionnaires qui rentrent en place, puis beaucoup plus d'ouverture à explorer d'une façon différente pour que l'individu puisse mieux faire son travail. Fait que des fois, c'est juste que si vous êtes Scrum Master, coach agile, des fois, propose-le. Ou sinon, fais-le puis demande pardon si jamais il y a des conséquences. Mais personnellement, peut-être parce que j'ai l'air vieux puis méchant, là, mais moi, j'ai jamais été rabroué pour ce genre d'initiative. Par contre, j'ajouterais, des fois, il faut préparer l'employé à cette rencontre-là. Oui. Pour pas qu'il ait l'air fou. Oui. Parce qu'il parle Klingon avec sa gang au quotidien. Là. Oui. Donc, il faut le préparer. Il faut peut-être lui demander, as-tu fait ta liste de questions? Quelle langue tu veux aborder? Donc, pas faire la job à sa place, mais juste s'assurer qu'il ne figera pas puis qu'il ne partira pas dans un délirium Klingon où l'utilisateur va dire comment puis-je vous aider? Oui. Que puis-je? Ou encore condescendant. Il ne faut pas que la personne technique commence à abaisser l'utilisatrice au final. Ça, malheureusement, c'est des situations que j'ai observées. Mais tu sais, on parle de préparation, ça ne se prend pas 3 jours. Là. Non plus, mais 15 minutes. C'est un café, là. Ça peut être très informel. Viens, on va aller prendre un café, puis demain, on s'en va se promener dans le département machin qui utilise ton outil. Hey! T'es connais-tu, toi? Moi, je connais pas trop. Ah oui, j'ai déjà jasé avec Ginette. Ah, es-tu cool, Ginette? Qu'est-ce qu'elle aime? Comment tu y jasais de quoi? Juste ça, tranquillement, pas vite. Dans les deux sens. Hein? Des fois, c'est de s'asseoir avec les gens qui utilisent les formations, mais des fois, c'est que le développeur, par exemple, ait s'asseoir avec la gouvernance et le upper management. Ça demande d'adopter un autre langage.
une autre approche, une autre façon d'aborder les différents sujets. Ça aussi, ça peut être une tâche fascinante pour un Scrum Master qui ne sait pas quoi faire un lundi après-midi. Ouais. Je vais Ça organiser, t'arrive, ça, d'avoir rien à faire un lundi après-midi? Moi, toujours, ces jours-ci. En fait, ça devient une opportunité que le Scrum Master voit, ou coach agile, ou peu importe, là, ou gestionnaire qui va le faire avec sa gang. Fait, m'investir 2 heures de mon lundi après-midi pour organiser ça. Puis Ouais. ça va être probablement un 2 heures bien payant. Oui, organise un safari. Où tu te promènes dans les différents coges de Desjardins, où tu te promènes dans les différents supports à clientèle, dans la tour de la tour du stade olympique, pour mieux comprendre. OK, moi, mon travail, les idées au départ, c'est structuré comment en haut, puis c'est utilisé comment en bas. Ça m'énerve de dire en haut et en bas, là, parce que la structure organisationnelle. De la structure traditionnelle de l'organisation, ouais. Fait que, ouais, il y a beaucoup de travail à faire pour que l'individu puisse s'épanouir, puis au final, livrer de la bonne chose. Mm-hmm. Pas livrer ce qui est demandé, livrer ce qui est vraiment requis. Oui, qui va être utilisé, qui va créer de la valeur et qui va dire à l'individu, l'individu est en quête de sens, hein, il voudrait léguer quelque chose. Fait que son 35 heures est servi à de quoi? Oui, puis dire, quand ça va passer aux nouvelles... Travailler là-dessus, moi. Moi, j'ai travaillé là-dessus, là. Ouais. Hein, il y a 20 ans, là, c'est nous autres qui avons mis ça en place, puis là, il y a une histoire à raconter. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que la petite étincelle s'allume dans ses yeux quand il en parle au party de Noël en servant sa dinde. Hey, c'est beau, hein? Qui a mis dans le four à 8 h Qui a mis dans le four à 8 h le matin. Avant d'aller en Gaspésie. On attache les 2 fils, voilà. Mon Dieu. OK, on va où avec ça? En Gaspésie. Fait qu'on était dans la posture du manager qui tranquillement du VP de Nathalie qui arrive en place, crée de l'espace, fait un safari avec sa gang. Il y a du monde qui sont un petit peu plus... Ils comprennent l'auto-organisation, mais ça les insécurise. Il y a tout un spectre. Correct. Ils vivent... Il a fait un Jamba Walk, c'est sûr. Ou un Digital Jamba Walk. C'est en team, ça? Oui. Ah. Ça existe pour vrai? Je sais pas. Il jump de daily en daily dans team. Puis je sais pas. On dérape un petit peu. Fait que, il s'est amusé. Il a identifié certains pickles dans sa gang. Fait que là, il a commencé à les dépickleiser en les faisant rencontrer des gestionnaires, en leur faisant rencontrer des utilisateurs. Les gens commencent à comprendre que ça a un peu de sens, ce dans quoi ils travaillent. Il sait que ces pickles, leur première motivation intrinsèque, c'est l'ordre. J'espère. Mais la troisième, c'est la curiosité. Cool. OK. Donc, je vais te nourrir ta curiosité jusqu'à temps que la curiosité prenne la place de l'ordre. Et là, peut-être que tes motivations vont changer de place tranquillement. Tu forces rien, mais tu utilises ce que tu as là. Mais on revient au gestionnaire. Host leadership, servant leadership. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider à mettre des moyens en place. Je suis là également pour t'aider à réfléchir. Le rôle du coach. Poser des bonnes questions, laisser ça mijoter, voir la personne, elle est prête à aller où, les places où elle ne veut pas aller. Parfait, on respecte ça. De les mettre dans un bon contexte. De la bonne manière, laisser faire des erreurs, encourager. C'est le management 3.0 encore. Célébrer les erreurs. Faites un party autour de ça. Qu'est-ce qu'on a appris? Pas l'erreur comme telle, l'erreur, bon. Cool. Puis souvent anecdotique, là, célébrer l'erreur juste pour rendre ça un peu drôle, là, mais rapidement, on pivote vers le... Il y a une belle activité qui s'appelle le Failure Bow. Donc, le rôle est de partager notre gaffe la plus monumentale. Puis, la job de tous les autres dans la salle, c'est de façon exagérée d'applaudir. Et la personne fait un... C'est quoi un bow en français? Fait une révérence. Une révérence, oui. Ouais. Fait un bow, une révérence. Donc, ça détabouise l'échec.
Puis ça fait souvent des fichues belles histoires à storytelling. Tu sais, quand on arrive proche d'un type d'échec ou d'un risque, là, ah oui, ça nous fait penser à l'erreur que Bob avait faite là, en 92 quand il avait délité la BD en prod. Je suis notre. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on y fasse attention. C'était pas drôle dans le temps, mais c'est drôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on avait appris que... Ouais. Parfait, Ouais, on le corrige. Fail your bow. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. À la télévision, c'est moins le fun. À la télévision. En ligne. À la télévision. Mais, Surtout si t'es en pantalon de pyjama puis que tu décides de te lever debout faire ta révérence. Quel pantalon? Ah, Ou pire. au pire. moi, j'avais arrivé d'être. Pour vrai, de faire une journée en pantalon de pyjama, j'ai jamais fait. Faire quoi? Une journée en pantalon de pyjama, j'ai jamais fait. Je l'ai fait. OK. Ouais. C'est correct quand c'est juste peut-être moi qui n'est pas Mon confortable dans mon avocat n'est sous-sol. pas dans la salle, donc je m'abstiendrai. Tu peux invoquer le 5e amendement si tu veux, même si. Mais j'ai tellement de pyjamas, de bas de pyjama noirs que personne ne le saurait anyways. Il n'y avait pas de jugement derrière ça, c'est juste une constatation. Non, j'ai besoin de me défendre. Cool. C'est une excuse ou une explication? Les deux. Cool. Ta prémisse de départ, c'est on est tous agiles. L'agilité est au cœur et l'adaptabilité au cœur de l'humain. C'est un peu ce que je comprenais. En jasant, avant d'enregistrer avec toi, avec Eric, on se demandait ça va être quoi l'intro, comment on va starter ça. Puis une des questions qu'on pensait prendre pour commencer, c'est justement le temps de Noël vient d'arriver. Puis il a fallu que tu expliques à ta grand-mère quoi que tu faisais dans la vie. Moi, ça... Systématiquement. T'es master de quoi? Là, t'es un Scrum Master, t'es un coach agile. Fait que là, il y a deux options qui peuvent arriver. Ça sonne vulgaire, Scrum Master. Oui, il y a souvent des blagues de Scrum Master, des trucs comme ça. Mais bref, morale du soir, ma tante Ginette, là, qui me pose la question pendant qu'elle attend, parce qu'elle est arrivée à 3h30, il y a deux options qui se passent. Soit elle se met à chanter dans sa tête puis elle m'écoute plus, si j'explique, ou elle s'en va se promener avec son petit eggnog un petit peu plus loin. Crème de menthe. Ou crème de menthe. Comment tu réponds à cette question-là sur ton genre d'exemple? Parce que je trouve ça super intéressant comment tu amènes des exemples de la vie quotidienne. Comment je devrais répondre à ma tante Thérèse l'année prochaine à mon party de Noël? De que si tu fais? Ben, tu prends un des deux exemples avec lesquels on est parti ou tout autre exemple de la vie courante. Ben ça peut être un pique-nique au parc en famille. Ouais. Et tu lui dis, ma tante, moi, là, je viens de partir en appartement, là. Pour la première fois, là. Et toi, je sais que tu fais des pique-niques extraordinaires depuis 50 ans avec mon oncle. As-tu quelques trucs pour moi? Mais je veux pas que tu le fasses à ma place. Je veux apprendre. Donc, pose-moi des questions. Amène-moi à réfléchir. Puis le lendemain de mon pique-nique, appelle-moi puis dis-moi qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné? Qu'est-ce que tu penses faire différemment? OK. Et amène-moi à m'auto-programmer sur faire des meilleurs pique-niques. Dans le fond, moi, c'est ça que je fais. Je pose des questions. C'est intéressant. Puis, puis tu peux même faire le parallèle, comme on a dit un petit peu plus tôt. Là. Tu sais, ma tante, parce que tu as travaillé toi aussi dans un milieu corporatif, là, ben, des fois, c'est compliqué là, que le monde puisse sortir des chemins battus, questionner les processus, avoir droit à l'erreur, etc. Ben, dans le cadre de mon pique-nique, là, ben, on prend un pique-nique, mais n'importe quoi, on peut... non seulement on peut, mais on doit le faire. Fait que j'essaye de ramener cette adaptabilité-là. Un pique-nique avec des triplets en poussette, c'est un petit peu plus compliqué que dans ta Chevy van. Mais en même temps, moi, dire à ma tante aussi, l'autre bout que je fais également, là, des fois, je donne des ordres. Là. Non, tu ne mets pas une bombane de propane dans l'auto parce que tu n'as pas le droit de traverser le tunnel. C'est une règle. Puis là, je vais expliquer la règle, je vais expliquer d'où elle vient. Puis maintenant, notre contexte, c'est qu'on voulait aller aux îles de Boucherville. Fait que soit... Pas de bonbonne. Pas de bonbonne, puis tu manges des sandwichs aux îles de Boucherville, soit tu trouves une autre localisation. On va adapter à tout ça, mais en même temps, il y a certains morceaux... non négociables. Non négociables. Souvent, les contraintes, je dirais même tout le temps, les contraintes alimentent l'innovation. Ça va pas l'éteindre, ça va l'alimenter. On doit trouver d'autres façons de faire des choses. Et oui, c'est peut-être le travail d'un ou des individus, si on est en leadership collaboratif, de dénoncer ensemble quelles sont les contraintes, quelles sont les règles. L'AMF a dit quoi? Je sais combien d'assurance. OK, l'AMF dit ça, ça, ça. Est-ce qu'on brise la règle de l'AMF à la Uber ou est-ce qu'on les respecte? Et si on les respecte, comment on fait pour avoir un produit qui casse malgré les contraintes de l'AMF, par exemple? On retourne au management 3.0.
connaissez vos contraintes, naviguez avec et autour des règles. Je vais demander une commandite de Jürgen, moi, là. Malgré que c'est plus Jürgen qui est propriétaire de 3-0, là, mais bon, voilà. C'est pas lui à Pimeli, c'est pas lui qui est en arrière encore. Lui, la face, mais il n'est plus du tout actionnaire, je pense. Je sais pas. Anyways. Dans ton exemple de contrainte, là, je suis biaisé par mon mandat actuel. Je travaille je suis Hydro-Québec présentement, fait avec toute une gang d'ingénieurs. Fait que ça arrive hyper souvent qu'ils vont sortir. Ah, il y a une contrainte. L'Ordre des ingénieurs nous demande de X. Oui. Really? Ou c'est nous autres qui s'est imposé cette contrainte-là de documenter à ce place-là? On va revenir. C'est quoi donc la contrainte de l'Ordre des ingénieurs? Comment c'est écrit? Là, la contrainte de l'Ordre des ingénieurs, c'est avoir documenté telle patente. OK, cool. Il n'est jamais écrit nulle part que ça doit être documenté de telle façon à telle place dans tel bidule. Écris-les là-dessus, c'est documenté. Ça va être quoi la façon la plus simple de le documenter? Ça va être machin. Oh, cool, ça a-tu du sens pour nous autres en équipe? Oui. On a fait le diagramme alléluia, les amis. Sur le tableau blanc. C'est correct. Est-ce qu'une photo est suffisante? Peut-être je suis obligé de le faire pas. dans Miro avec des boîtes de droite. Exact. Ou dans Visio, machin, déposé sur... Ouais. Fait que, bref, à chaque fois qu'il y avait des conformités à respecter, qu'il y avait certaines personnes dans l'organisation qui disaient on ne peut pas faire ça parce que le document de conformité dit qu'on ne peut pas le faire. À chaque fois que j'ai lu ces documents-là, que ce soit dans ma mémoire, que ce soit dans le domaine de l'avionique et la DO 178B, du moins il y a 10 ans, que ce soit dans le domaine de la rail chez Alstom, c'était le ENG quelque chose. Oui, et je suis si d'accord. c'était dans le domaine du pharmaceutique, c'était le ISO 14000 quelque chose. À chaque fois que j'ai lu ces documents-là, que c'est fascinant comme lecture pour s'endormir, c'est magnifique, il n'y a absolument rien. Même au contraire, il y a plein de choses qui encourageaient l'utilisation d'une approche itérative incrémentale. À chaque fois. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient au fondement de cette contrainte-là. Le pourquoi? La bonbonne de propane, non, tu peux pas la prendre dans le tunnel parce qu'il y a une bonbonne de propane qui pète dans le tunnel. C'est un bug. C'est vachement pas intéressant. Ça peut faire oups. Par contre... C'est du véhicule à Montréal en plus. Ouais. Ah oui, je savais pas. Oh, oui. OK, je savais pas. Mais tu sais, l'exemple de ça, on pourrait imaginer, tu sais, la contrainte dans la norme ISO, c'est pas de bonbonne dans le tunnel, mais à force de l'implémenter, puis à force du véhicule corporatif, etc., c'est devenu rien d'inflammable dans le tunnel, mettons. Puis là, on veut passer avec un briquet, parce qu'on va allumer un barbecue aux briquettes, mettons. Puis là, on peut pas traîner de briquet. Really? T'as peur, là. La norme, c'est pas de bonbonne, pas toutes sortes. Bref, je suis en train de déraper, mais on peut remettre en question. Un maximum de liquide, whatever, inflammable. Exact. Ouais. OK. Fait que revenir à questionner ces contraintes-là. Puis juste, dans ce que tu disais, juste le fait des énoncer, des lister, des avoir compris en gang, c'est une source de créativité puis d'innovation, ce que tu disais au début de ton laïus. Oui. Justement, il faut peut-être sortir des sentiers battus pour pouvoir respecter la norme et livrer quelque chose qui crée un impact sur le marché. Puis c'est encore plus funky. Des fois, c'est même le fun en équipe de s'en ajouter une totalement arbitraire juste pour le fun pendant un court laps de temps. Hey, cette semaine, le QA n'a pas le droit de faire de test. Je décide. Parce que ça me tente. Ou cette semaine, peu importe. Comme développeur, on était 3 ou 4 développeurs, puis on avait dit pas de if. Juste pour voir. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Tous les comportements se dictaient par polymorphisme et autres. Fait que, c'est un... Au final, c'est une belle source d'apprentissage. C'est peut-être la pêche note du monde d'avoir décidé ça. Pas grave. On va regarder, puis on fera 3 refactoring le sprint prochain. Il y a 37 ans, c'est quoi la ligne de Basic que je peux écrire la plus petite possible? De Basic? Chacun quand tu avais 64 lignes de Basic maximum pour faire rouler quelque chose, j'ai fait le petit maximise. Il y en avait des go-to. Quand j'ai fini mon cégep, j'étais un peu dans ce mindset-là. Désolé, c'est du C++, là, le Basic était... T'es mort. Puis là, c'était dans la suroptimisation là, avec le mouvement sur les pointeurs, puis le truc binaire le plus proche possible. Les listes circulaires, doublement circulaires et compagnie. Toute ça. Liste bidirectionnelle circulaire. Doublement chaînée. Bref, je m'étais amusé avec mon partner de lab à swapper 2 variables avec des chiffres
left puis right sans avoir besoin de variables temporaires. Puis là, je suis rentré à l'université, puis là, je tripais. C'est une première session d'université, puis je lui ai montré que j'étais vraiment cool. Puis dans les premiers TP, moi puis mon partner, qui était le même qu'au cégep, on est parti dans ce mode-là, sur-optimisation. Le prof nous l'a remis, puis fait les boys, vous me donnez... Là, c'est correct, là, je l'ai corrigé. Prochaine fois que vous me remettez ça, je le corrige même pas. Pourquoi? C'est lisible, c'était pas maintenant comme code, c'est n'importe quoi. C'était du overproduction? C'est du overproduction à côté. Puis on était fiers là, de notre patron. Bref, ça m'a fait du bien d'en parler. C'était une session de thérapie aujourd'hui, merci. Fait que toi, t'es Scrum Master? Oui. Oui. En fait, dépendant de mes mandats, Scrum Master / coach agile, j'ai l'habitude de dire que tu peux sortir le Scrum Master du coach, mais tu peux rarement sortir le coach du Scrum Master. Je suis 100% d'accord. Ce serait très dommage de perdre cette posture-là. Fait que oui, officiellement, là, le titre du poste RH s'appelle Scrum Master. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure. Et je suis tout à fait à l'aise avec ça. 9h15. Et l'avenir du Scrum Master, ça ressemble à quoi? Et tu peux être le coach agile aussi là-dedans. Oui, moi, agiliste, là, au sens large. À nous trois, c'est la même chose. Ouais. Je pense sincèrement qu'on a un bel avenir. Je pense que les prochaines années vont écrémer ceux qui se sont appropriés le titre suite à « J'ai fait mon PSM 1, j'ai réussi, je suis un ancien chef de projet ». Mais j'ai tout compris, là. Ceux qui disent, quand ils disent que leur équipe Scrum a réussi, là, parce qu'ils font des daily en 15 minutes et qu'ils se posent les 3 bonnes questions. Tous ceux-là, là, je pense qu'ils vont se faire écrémer. L'agilité ne peut pas reculer, je pense. Et ce que je trouve dommage, par contre, souvent les organisations qui ont les moyens de se payer nos services en tant que consultants, ils ont l'impression que le jour où ça fait 3-4 cycles, 3-4 quarts que l'équipe roule, ben tout est beau. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu devenir permanente. Ce que je suis depuis 3 ans. Là, donc, 3 ans, OK. Chez ILO pendant 2 ans, puis là, à la BDC, c'est que j'ai envie de voir le Terrible 2. J'ai envie de voir l'entrée à la maternelle. J'ai envie de voir le 8 ans. Moi, je suis capable. Tu veux pas être juste la gardienne de CPE. Tu veux être... Le 10 ans qui dit « Moi, je m'en vais en appartement ». Puis l'ado qui fait « Fuck you, man! J'ai tout compris, puis pas toi. » Donc, j'avais envie de vivre ces cycles-là, ce que la permanence me permet de faire. Et la permanence me permet également d'aller interagir dans des zones qui ne sont pas dans ma zone. Je suis Scrum Master d'une équipe, mais parce que je suis permanente, j'ai l'oreille de d'autres gestionnaires. Je peux aller influencer à d'autres niveaux, tasser tranquillement des plafonds de verre, amener d'autres réflexions, ce que le rôle de consultant ne m'a jamais permis. Mais j'ai quand même été consultant de 35 ans là, avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Sauf que, c'est ça, en agilité, je sentais ces limitations-là de pouvoir d'influence. Les bons vont perdurer. Puis à Montréal, on est une maudite bonne gang de bons. Mais on n'est pas 200 000 non plus. Là. C'est rafraîchissant comment tu l'apportes, parce que moi, honnêtement, de ce temps-ci, je vois le verre plutôt à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Il y aura toujours besoin, je suis d'accord avec toi, de personnes qui favorisent l'adaptabilité, l'agilité dans son sens large, mais quand je regarde l'état du marché, justement, c'est comment les gens qui sont un petit peu partout, qui à niveau de rigueur ou de compétences variables ou qui font la promotion exclusivement de certains frameworks, etc. Moi, ça a tendance à m'amener le verre un peu à moitié vide de ce temps-ci. Mais je trouve ça rafraîchissant comment tu l'amènes, puis de voir un petit positivisme là-dedans, quitte à ce que le rôle évolue tranquillement, puis qu'il devienne conseiller truc, machin, ou peu importe. Là, on est passé d'une 15aine d'années là, au Québec de cosser. Maintenant, c'est la norme. C'est la norme. Là, on va retrouver un équilibre. Je me donne comme mission également d'éduquer ceux que je trouve qui ont encore des croûtes à manger. Je partage mes connaissances, mon savoir, mes idées, ma manière de réfléchir. Puis je me dis, s'ils sont moindrement pas crétins, ils vont s'imprégner ici et là.
Puis ont développé leur propre style, leur propre manière de réfléchir. Et je retourne à l'exemple super niaiseux, un Scrum Master qui dit « Nos daily durent 15 minutes et on se pose les 3 questions. » Ma première réaction va être Cool. « Avez-vous les bonnes conversations? » Et là, j'espère qu'il va me dire de quoi tu parles. Quelle bonne conversation! J'espère qu'il va ouvrir là-dessus au lieu de dire « On s'en fout des 3 questions qui sont les petits trous du bicycle. » Puis on s'en fout du 15 minutes. Puis après ça, ma deuxième question, pourquoi tu penses qu'ils ont mis 15 minutes? Pourquoi tu penses qu'ils ont créé 3 questions? Mais si c'est un crétin certifié, il va dire de casser. Puis il va s'en aller, je ne suis pas là pour sauver le monde. Il rend bien lui face. Mais s'il y a une moindrement de curiosité, je me dis, ça va devenir un Mon futur allié demain matin. Un meilleur Daily Master. Commençons par là. Moi, j'ai tendance à voir Scrum Master non plus comme un individu, mais comme un ensemble de compétences. Qui peuvent être joués par une personne ou plusieurs. Et sont joués par les bonnes personnes au bon moment de la bonne façon. Puis moi, j'en suis rendu là aujourd'hui. Mais ça invalide pas le fait que ça peut être joué par une seule personne. Ça peut être joué par une personne, absolument. C'est ça, le contexte demande que ce soit une personne qui joue le rôle de coach, de facilitateur, d'expert, de peu importe la posture. Fine, cool, fantastique. En même temps, je suis aussi un de ceux qui dit, t'es un peu là, ça fait 3 ans que tu es avec la même équipe, là. Il y a quelque chose que tu ne fais pas correct. Ton objectif, c'est de créer une équipe auto-organisée à un moment donné. C'est quoi l'étoile du Nord d'un Scrum Master? C'est quoi? Devenir complètement inutile. Oui, et voilà. Absolument. Fait que si ça fait X nombre de semestres que tu es avec la même équipe, tu as peut-être besoin de te faire challenger par quelqu'un quelque part. Et mon petit rêve que je partage entre autres avec Martin Goyette, je pense que le gestionnaire classique devrait justement prendre en charge plusieurs de ces responsabilités-là qu'on associe à ce nom qu'on appelle Scrum Master. Imagine une personne avec des compétences à la Scrum Master avec du pouvoir. Malade. Puis il y a les compétences, c'est qu'il n'en abuse pas, là, puis pas, tu sais, ou c'est un ancien Scrum Master qui est devenu directeur adjoint, puis plus tard directeur. À Desjardins, il y en a plusieurs comme ça, là. Même des coachs agiles qui sont devenus directeurs, qui, dans la plupart des cas, ont maintenu cette posture d'accompagner, de créer des environnements où les gens peuvent s'épanouir, prendre des risques, essayer des choses, ainsi de suite. Regarder l'Étoile du Nord, les gens passent. Et puis, je pense, ma prévision, c'est que dans 5 ans, au Québec, il n'y aurait plus de Scrum Master. C'est ma boule de cristal. I'm going to quote you on that. Yeah, well, it's recorded. It's recorded. On est aujourd'hui le 15 janvier 2025. On parle donc du 15 janvier 2040. C'est fou, hein? Il n'y aura plus de voitures. 2040? Il n'y aura plus de voitures thermiques. Dans 5 ans, pas dans 15. Ah, t'as dit 5 ans? 5. Ah, excuse, 2030. 15 ans, c'est garanti qu'il n'y a plus de Scrum Master. Et si c'est pas déjà fait, je vais avoir un demi-pied dans la retraite, certain, fait que peut-être que le sujet m'intéresse. Oh, c'est ça. Je vais aller faire ma deuxième carrière. Yeah. Mais si toi, mettons, tu n'es plus Scrum Master, mais tu as un rôle peut-être encore plus important pour l'organisation. Peut-être que tu vas être directrice. Ça serait très surprenant. J'aime beaucoup le fait de n'avoir aucune autorité sur les individus. J'aime beaucoup le fait j'aime l'humain, profondément. Je peux te parler de DevOps, puis CI/CD, puis j'haïs ça. Parle-moi pas de Jira, moi, je m'ennuie des post-it. J'adore l'humain. Je trouve que c'est la plus belle bestiole pleine de complexité et de simplicité à la fois. Si je peux être gestionnaire pour aider les gens à bien réfléchir, je vais être heureuse. Si je dois faire des comptes rendus, faire de la supervision, puis m'assurer qu'ils remplissent les bonnes petites cases, je vais aller planter des tomates. Non, mais c'est justement... Non, absolument pas. Absolument pas. Tu aurais les mêmes responsabilités, les mêmes réflexes qu'un Scrum Master coach agile, mais ça donne qu'il y a le mot directeur à côté de ton nom. Ou, autre option,
Mais, donc, Carniard. À la suite de... A posteriori. Une autre option, tu as commencé en disant « J'aime profondément l'humain ». Je pense qu'il y a une vague de Scrum Master qui pourrait tranquillement pas vite aussi se rattacher côté DO. DO, ressources humaines, là, ou quelque chose qui est alentour d'humain, à l'intérieur de la compagnie, pour que ce département-là fasse plus que gérer des assurances, puis l'accueil du monde, puis la paperasse, mais vraiment comment faire pour aller aider les gestionnaires à créer des environnements où les humains se développent, progression de carrière et tout et tout. Il y a une petite patte du Scrum Master, je pense qu'il peut s'attacher là aussi avec le temps. Tout le volet formation de sujets connexes. Exact. 5 dysfonctionnements d'une équipe. Écoute, il y a du matériel à formation juste avec ce titre-là. Pour les 22 prochaines années. Agile 101, là, been there, done that. Là. Mais parle-moi de confrontation. Fais-moi tester la confrontation. Mets-moi dans un environnement sécuritaire de confrontation. Yeah. Exact. Puis là, il y a un petit bout de ça qui est pris dans les grandes entreprises par les RH, là, dans la gestion de conflits. Puis mais c'est très formel, on est loin des 5 dysfonctions, mais tu sais, une petite patte, là. C'est sûr que je vois des Scrum Masters, pas facilement, là, mais plusieurs capables de faire la migration de coach d'équipe, ça peut rester, mais beaucoup dans la DO, développement organisationnel et la gestion du changement, et la formation. Donc, si vous êtes un Scrum Master compétent, et puis que l'organisation a décidé qu'il n'y avait plus de Scrum Master, puis ça, c'est de plus en plus le cas. Hein. De plus en plus de grandes organisations flushent tout ce qui est coach agile des Scrum Masters, c'est une réalité. Mais si tu as développé des compétences A, B, C, D, les 6 postures, mettons, d'un Scrum Master, c'est pas perdu. C'est pas perdu, puis que tu vas pouvoir t'intégrer dans la GDC ou la DO. J'ai zéro doute. Ils sont à grande valeur ajoutée, ces 6 postures-là. Oui, puis ils ont une vision des choses un peu différente. Puis en plus, ils ont du vécu sur le terrain au quotidien en plus. Et ils amènent du sang neuf. Hein? Il y a l'injection. Ils ont des grandes gueules. Ils sont capables de s'exprimer puis de un peu éloquent. De tenir leur bout puis d'avoir un discours organisé. En espérant qu'ils soient capables d'écouter aussi. Ben, tu as mis la prémisse de départ qui était compétent. Oui. Si un Scrum Master compétent n'est pas capable d'écouter... J'ai de la misère à mettre le mot compétent. Oui, mais là, ça revient à ce que je disais plus tôt. Il y a dans certaines organisations, le Scrum Master, vu comme étant compétent, c'est celui qui est le beau parleur. Mais demande-lui de repérer un phénomène lié aux 5 dysfonctions d'une équipe. Il va dire, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Donc, c'est pour ça, là. Parce que il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui jouent le rôle de coach agile, de Scrum Master aujourd'hui, qui ce sont des politiciens plus que d'autres choses. Souvent, mon grand critère pour les détecter, là, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont lu ou regardé ou étudié dernièrement. Dernier mois, mettons. Ouais. Pour moi, un agiliste compétent, qui peut être débutant, mais compétent, c'est quelqu'un qui est curieux, qui constamment va chercher des nouvelles façons, qui va discuter avec les gens, qui va bouncer des idées, qui va se faire sa propre tête et ses propres erreurs, qui va monter son cerveau. Quelque chose de funky. Là. Je suis en train de lire sur... L'antifragilité. Quand Daniel Gagnon m'a donné ça, écoute, j'ai jamais été capable d'écrire le livre. Là, j'attends le film parce qu'il y a bien trop de mots dans ce livre-là, mais le concept est brillant. Puis là, tu te dis, OK, où est-ce qu'on peut amener ça? Puis là, j'ai fait un résumé sur LinkedIn Agile Partnership là-dessus. Je vais aller te lire. Mais bref, là, tu te dis, OK, Rick, on en parle. Comment tu as vu ça? Donc, pour moi, l'agilité change tous les jours. Il faut être curieux. Oui. Écoute, je suis plus proche de ma retraite que jamais. Mais tu sais que c'est vrai pour tous les humains, même ceux qui viennent juste de sortir de l'université. C'est vrai. OK, j'en ai plus derrière moi que devant moi. C'est encore vrai pour... ça peut être très variable. Je suis baveux un peu. Et malgré ça, je suis constamment en découverte de nouvelles choses. C'est sans arrêt. On en a parlé tantôt, au début, quand on t'ignorait, quand j'avais voulu te dire qu'on n'a pas t'ignoré. Ces jours-ci, c'est beaucoup les concepts de micro-entreprise. Parce que j'ai comme perdu espoir du concept d'intrapreneuriat. J'ai l'impression que c'est un beau rêve, mais dans un contexte d'une grande organisation, c'est tough.
on va laisser ça comme ça. Donc, depuis 2 ans, j'explore plus le concept d'entrepreneuriat pur et dur, mais dans un contexte d'une grande entreprise. Fait qu'on... C'est juste ça, là, mais là, on découpe ça. Au moins, on est 4, là, mais... C'est un sujet de 5 à 7, ça. C'est un sujet de 5 à 7, puis c'est un sujet de Agile Open, Ah oui? le 22 mai. Tu vas l'amener. Achetez vos billets. C'est fait. L'épisode de ce soir est commandité par Agile Open. Je viens de décider ça là. Pour une magistrale somme de... C'est bien correct de même. Un samedi matin à éditer le podcast. C'est à peu près ça. Oui, mais en fait, oui, mais faisons le blog. Allons-y. N'oubliez pas, là, Agile Open, c'est un open space. Les sujets ne sont pas dictés par une quelconque organisation qui structure ça. Ouais, les sujets ne sont pas décidés 6 mois d'avance par un comité. Les sujets sont décidés par les participants qui sont là. Une vraie place du marché. On va voir c'est quoi les fruits et les légumes qui vont nous être offerts. C'est normalement c'est normalement des sujets très frais. Très frais parce que ça sort là. Le sujet n'a pas été décidé il y a 6 mois, il y a 1 an. Il a été décidé là. Et puis, c'est un format fantastique parce que tu peux assister à une rencontre, une discussion, et si tu quittes, c'est vu comme étant normal. Même si ce n'est pas un bug, c'est un feature. Tu vas commencer à jouer l'abeille puis polliniser d'autres conversations. Les personnes qui sont autour de la table sont les bonnes personnes qui ont la bonne conversation. Exactement. Puis habituellement, là, ça a été sold out les 2 dernières années. Donc, on espère un autre sold out. Puis dans les 2 dernières années, on avait des gens vraiment calés sur plein de sujets. Là. L'apprentissage était sans arrêt. Comme un participant a dit, c'est comme lire 10 livres en une journée. Et de rencontrer des gens passionnés. Oui. Pas seulement passionnants, mais passionnés. Oui. Que tu as le goût de rappeler pour jaser du 3e livre puis du 8e. Oui. Fait que la plug est faite. Mais c'est une belle plug, par exemple. Quand même. C'était beau. Ben, merci. Merci, Nathalie. Merci. Content de t'avoir rencontré ce soir, puis ton sourire est rafraîchissant. Yes! Yes! Merci, Eric. Salut! Bonne soirée.